Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts d'Alternatives économiques, une série consacrée aux journées de l'économie autrement qui ont eu lieu à Dijon les 28 et 29 novembre 2025. Les idées qui changent la vie, quelle boussole face aux tempêtes et crises, comment retrouver du commun. Les journées de l'économie autrement, c'est 2 jours de débat pour agir dans un monde bouleversé. Risque de pénurie, tensions géopolitiques, exigences sanitaires. Derrière la notion de souveraineté alimentaire se cachent des enjeux aussi divers que cruciaux. Alors, souveraineté alimentaire menacée, réalité ou fantasme ? Une table ronde animée par Marc Santoni, membre de l'Association des lecteurs d'Alternatives économiques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà. Donc, je représente l'Association des lecteurs d'Alternatives économiques et nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde d'abord le public, ainsi que nos 4 invités qui vont intervenir. Donc je vais nommer nos invités rapidement et après ils pourront se présenter plus en détail quand ils prendront la parole. Donc par ordre d'apparition, Dominique Chargé, qui est président de la coopération agricole qui fédère les coopératives agricoles en France. Dominique Potier, qui est député de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Ensuite, Alessandra Kirsch, qui est ingénieure agronome, docteur en économie et politique agricole. Et Christian Morel, donc je ne sais pas s'il faut dire que nous l'invitons ou si c'est lui qui nous invite, car il est conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, vice-président à l'agriculture, la viticulture et l'agroalimentaire. Voilà. Donc l'association des lecteurs, parmi ses objectifs, c'est s'efforcer à mettre les débats de société à portée de main d'un public, on va dire un public éveillé, qu'il soit expert ou pas expert des sujets traités, et dans le respect de la légitimité de chacun. Voilà. Donc l'association des lecteurs recrute. Donc si vous souhaitez rejoindre cette association qui est vivante, qui vient d'avoir son assemblée générale juste avant, voilà, vous avez des petits dépliants. Donc, comment va se passer cette table ronde, hein ? Donc, on va entrer dans le sujet on va entrer dans le débat de façon séquencée. On va essayer d'être méthodique. Donc, dans un premier temps, nous allons poser les bases de la discussion sur la souveraineté alimentaire. Nous allons poser les bases sans jugement. Voilà. Dans un deuxième temps, nous allons dresser un état des lieux, des potentiels et des menaces, parce qu'il y a le mot menace dans le titre. Hein, donc, voilà. Et on va rester dans un registre factuel et on va dire aussi neutre que possible. Dans un troisième temps, on va définir les leviers, donc les leviers soit de continuité, si la situation est bonne, il faut continuer, ou si la situation comprend des menaces, il faut la transformer. Donc des leviers de continuité ou de transformation, et là on pourra laisser parler ses convictions. Hein, voilà. Bon. Entre chaque temps, le public aura la parole pour réagir, pour donner son avis, soit pour un jeu de questions-réponses assez rapide. Et si on va assez vite dans l'avancement du débat, on aura plus de temps à la fin pour un échange. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture et d'alimentation dans un cadre de sérénité. J'espère que nous restons dans un cadre de sérénité. C'est précieux de pouvoir le faire. Mais il faut être conscient que le sujet est grave, car c'est aussi la source d'une souffrance qui s'exprime de différentes manières. Et les attentes des acteurs concernés sont vives et nombreuses. Que les acteurs soient les agriculteurs, qui ont du mal à avoir un équilibre économique, que ce soit les consommateurs qui n'ont pas tous accès à une alimentation suffisante. Voilà. Donc on attaque, nous sommes dans le premier temps poser les bases. Donc je vais encore parler 2-3 minutes, puis après je vais donner la parole à nos invités. Voilà. Donc on va essayer de tenter de définir la souveraineté alimentaire. Hein. Voilà. De quoi parle-t-on ? Donc la définition la plus ancienne a été donnée en 1996 lors d'une conférence internationale sous l'égide de la FAO. Voilà.
on va faire un petit peu de texte là. Donc, on va bien écouter, mais après, on ne va pas faire de l'analyse de texte toute la matinée. Donc, vous ouvrez bien vos oreilles et puis on commentera rapidement. Donc, la définition la plus ancienne, c'est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures. Donc, il s'agit des cultures au sens culturel, hein, produites à l'aide de méthodes durables et respectueuses de l'environnement, ainsi que le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et agricole. Voilà. Donc ça, c'est en 1996. Bon, la notion de souveraineté alimentaire n'a pas été tellement portée dans le débat public à ce moment-là, mais elle est revenue par la fenêtre plus récemment. On va dire en 2025, la notion a été reprise par la loi d'orientation agricole en France, et la souveraineté alimentaire s'entend comme le maintien et le développement des capacités de la nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Voilà. Donc, on voit dans ces deux définitions, les termes employés se ressemblent, mais on voit des différences dans l'esprit et les orientations. Bon. La finalité reste la satisfaction des besoins alimentaires d'une population. Mais on voit quand même se profiler des systèmes agricoles un peu différents, non super cohérents mais non superposables. Pour simplifier, on pourrait dire respectivement l'agroécologie, c'est le plus ancien, là, et dans la définition plus récente, c'est plutôt pour supporter l'agriculture, on va dire productiviste, qui cherche à optimiser les productions. Voilà. Donc pour ce matin, notre cadre de base sera la France métropolitaine, avec ses 28 méga-hectares de surface agricole utile, voilà, avec ses près de 400 000 producteurs agricoles et ses près de 70 millions de consommateurs, on va dire de mangeurs. Voilà. Donc notre table ronde est la seule de ces JEA à aborder frontalement la question de l'alimentation de l'agriculture. Le sujet est vaste et ne pourra pas être abordé dans son intégralité. Nous devrons choisir entre des sujets qui sont tous autant légitimes, mais peut-être plus ou moins prioritaires, et chacun des invités nous diront quelles sont un peu ses priorités. Donc il y a un premier groupe de sujets qui s'adresse à la capacité à produire, en quantité et en qualité. Donc c'est dans cette partie-là qu'on pourra parler de la maîtrise du foncier, de la population des agriculteurs, de la capacité de la terre à produire avec les aléas climatiques et sanitaires, des mérites des différents systèmes agricoles, de la fertilité des sols, de la ressource en eau, de la mécanisation, des intrants, du bilan carbone, sans oublier l'ouverture aux échanges internationaux qui prennent leur place aussi dans le bilan. Et le second groupe de sujets s'adresse plutôt aux conditions économiques et financières tout au long de la chaîne. C'est là qu'il sera question de coûts et de marges, de répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs, de la mise en concurrence, soit en interne sur le plan national, soit en concurrence avec les produits importés. Il sera question du pouvoir d'achat des consommateurs, des aides et des politiques publiques et de démocratie alimentaire, éventuellement. Voilà. Donc, pour résumer et schématiser, la première partie, c'est le beurre, la deuxième partie, c'est l'argent du beurre. Et les deux sont intimement liés. Un exemple qui a un lien entre les deux, c'est, par exemple, comment veut-on créer des vocations dans les métiers agricoles si les rémunérations ne permettent pas de vivre dignement? Voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc, nous allons lancer le premier temps. Donc, je vais demander, par ordre d'apparition, je vais demander à Dominique Chargé de se présenter, de nous dire comment il se situe par rapport aux définitions qu'on vient de donner de la souveraineté alimentaire, et quels aspects il souhaitera développer dans la suite de les discussions. Alors, donc c'est une intervention. On va vous demander d'être assez rapide pour pouvoir passer ensuite aux autres temps du débat. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Alors, moi je suis donc Dominique Chargé, je suis un agriculteur-éleveur en Loire-Atlantique, dans un GAEC où nous sommes 3 associés, et je suis vice-président d'une coopérative qui s'appelle Terrena, et je suis président de la coopération agricole, qui est le syndicat, l'organisation professionnelle qui représente les 2000
coopératives agricoles françaises. Et donc, nous sommes ce regroupement de ces 2000 coopératives agricoles françaises qui sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs et qui sont ancrées sur des territoires comme l'ensemble de nos organisations du monde coopératif au sein de l'ESS. Et j'insiste sur ce point parce que je pense que dans la façon dont les coopératives agissent, elles doivent être extrêmement vigilantes au fait que cette entreprise reste bien un outil collectif ancré sur son territoire au service, on va dire, de la dynamique sociale et économique, agricole et agroalimentaire de ce territoire, et qu'elle doit bien le placer dans la durée, c'est-à-dire que, pour résumer ça d'une phrase assez simple que j'emploie parfois pour l'illustrer, c'est bien de dire que nous avons hérité de ce modèle de nos prédécesseurs et que nous l'avons emprunté à nos successeurs, et que ce qui est notre mission, c'est bien d'en faire l'adaptation liée à notre époque et pour pouvoir le transmettre et qu'elle reste cet outil au service du territoire. Alors, il y a donc une responsabilité territoriale très importante dans le soutien au monde agricole et agroalimentaire en cas de crise, ou pour répondre à des défections qui peuvent avoir lieu, d'autres acteurs non coopératifs qui peuvent quitter les territoires et, dans ces cas-là, avoir la responsabilité de redonner de la dynamique à des productions ou à des agriculteurs qui ont pu être abandonnés. Cet ensemble-là représente aujourd'hui l'adhésion, en tout cas l'appartenance de 3 agriculteurs sur 4 à au moins une coopérative. Et cet ensemble-là regroupe aussi, je le dis au passage puisque c'est important, regroupe aussi les 11 500 CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui sont aussi des entreprises extrêmement locales. L'ensemble des entreprises de la coopération agricole regroupe aussi 200 000 collaborateurs salariés dans les 2000 coopératives, ceci représentant 70% de la production agricole française et 50% de la production alimentaire, avec un certain nombre de marques qui appartiennent en fait aux agriculteurs par leur outil collectif de coopérative et que vous connaissez forcément sans probablement le savoir qu'elles sont coopératives. Les coopératives sont souvent aussi le premier investisseur, coopérative agricole, premier investisseur sur les territoires, investisseurs et employeurs privés, j'entends. Parfois, il peut y avoir l'hôpital qui peut être un employeur plus important que la coopérative sur un territoire. Et donc, au sens de la souveraineté alimentaire, évidemment, moi, j'ai coutume de dire que nous sommes les forces vives de cette souveraineté alimentaire et de la reconquête de cette souveraineté alimentaire, puisque je pense que le débat amènera à mettre en évidence qu'elle est en danger. Et moi, la souveraineté alimentaire, on doit la définir, je me retrouve assez bien dans les définitions qui ont été exprimées, peut-être à la différence près qu'il faut les adapter à ce que sont les évolutions démographiques et à ce que sont les évolutions sociétales, qu'on ne répond pas aux questions de souveraineté alimentaire ou en tout cas d'alimentation des populations de la même façon en 2025 et probablement en 2040, qu'on devait y répondre en 1960 ou en 1970, qu'il y a des évolutions sociétales qui sont par exemple une plus grande métropolisation de nos sociétés, l'évolution des modes de consommation et l'évolution des modes de vie qui viennent en tout cas percuter un peu, en tout cas nécessiter de faire évoluer tout ça. Juste deux autres points dans cette première prise de parole, c'est moi je définis ça comme étant pour nous la nécessité, je pourrais m'expliquer après sur le terme que je vais employer, mais d'être en autorité stratégique sur nos chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire de contrôler ce que sont les chaînes d'approvisionnement qui nous permettent de produire notre alimentation. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que ça n'exclut pas les échanges, mais ça exclut la dépendance dans les échanges. Et puis il y a évidemment forcément un lien aujourd'hui dans l'approche de la souveraineté alimentaire, un lien très fort entre l'alimentation, la santé et les questions environnementales. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, juste pour dire en conclusion que le modèle coopératif, c'est un peu le pivot de cette chaîne de production alimentaire entre la production agricole sur les territoires et les cantines, les lieux de consommation et les caddies
pour faire un spectre assez large des consommateurs et des citoyens français. Merci. Merci Dominique Chargé. Voilà, vous avez une emprise importante sur le sujet. Je m'adresse maintenant à Dominique Potier. Et merci pour ce débat. Moi, je suis très heureux de retrouver Alessandra, Christian et Dominique, qui sont des compagnons de route avec qui nous avons plaisir à débattre, à avancer sur des chemins communs et parfois différents, mais chaque fois avec beaucoup de bonheur et un respect les uns des autres dans ce que sont nos engagements. Donc, merci pour cette occasion que nous donne Alter Eco, les journées de l'économie autrement à Dijon. Moi, j'étais paysan, engagé, militant associatif dans l'éducation populaire versus christianisme social. J'étais nourri par ça. Je suis devenu élu local, communauté de communes et toutes les politiques territoriales qui vont avec, notamment sur les questions agricoles. Et puis, j'ai été élu en 2012 et je vais terminer mon 3e mandat et dernier mandat de député où je me suis investi sur les questions agricoles et les questions de mondialisation. Et on va voir le lien avec la question de souveraineté alimentaire. Mes passions développées à l'Assemblée tournent autour de l'agroécologie avec 2 sujets essentiels, le partage de la terre, la question des régulations foncières, et d'autre part la question de la phytopharmacie et de sa maîtrise dans les processus de production et dans l'environnement et la santé. Et puis, je me suis intéressé aux questions de mondialisation à travers, certes, les paradis fiscaux il y a quelques années, mais surtout la question de la régulation des chaînes de production mondialisées, avec des questions qui sont liées au pacte vert européen qui est en train d'être démonté actuellement par divers omnibus. Donc, je suis très engagé sur la régulation de la mondialisation. On va essayer vite, j'ai compris, pour aller sur le truc. Donc, vous demandez comment on réagit aux définitions qui sont données. Moi, j'avoue que je ne partageais pas, je vais le dire clairement, au nom du groupe socialiste, on n'a pas partagé la définition qui a été adoptée dans la loi d'orientation d'avenir. Elle était ambiguë, elle était en même temps, elle disait rien de très solide. Moi, j'aime bien revenir aux fondamentaux, la FAO. Et puis sur l'inspiration politique, la Via Campesina a produit un texte qui est très structuré parce qu'il lie la souveraineté alimentaire à la souveraineté politique. Donc je m'en trouve plutôt en lui. Mais si j'ai quelqu'un qui est un maître à penser, je sais pas comment on dit, un maître à penser en l'occurrence, et en ce moment on a intérêt à regarder la génération qui est la génération de la résistance, parce qu'on est confronté à une montée des extrêmes qui nous met en péril pour notre démocratie. Je pense à Mireille Delmas-Marty, qui a été sûrement une des intellectuelles les plus éclairantes sur les questions de mondialisation. Et elle nous disait, je vais m'arrêter là, que le combat pour la souveraineté nationale ou même européen, ce qui est la tendance actuelle, Fondation Jean Jaurès, ils disent qu'il faut qu'on passe de la souveraineté française à la souveraineté européenne. Elle peut devenir une logique de rapport de force et des empires qui s'opposent. Donc les souverainetés comme armes de la puissance entre les blocs. Or, au moment de la remontée des empires, il me semble que l'Europe doit retrouver son inspiration universaliste et qu'elle doit, à l'instar de cette formule extraordinaire de Mireille Delmas-Marty, se battre pour une souveraineté qui ne soit pas solitaire, mais une souveraineté solidaire. C'est-à-dire une souveraineté politique, alimentaire, énergétique, protéique, etc. On va en reparler, j'espère, etc. Mais qui se fonde sur des bases de commerce équitable, de respect des autres, du respect des limites planétaires et de notre capacité à ce que nous contribuions collectivement, par la somme de nos souverainetés articulées entre elles, à une sécurité alimentaire mondiale. Et ma boussole scientifique, c'est les travaux de l'INRA et du CIRAD, qui ont fait les travaux Agrimonde et qui créent les conditions objectives d'une sécurité alimentaire pour 9,7 milliards d'êtres humains dans un monde à plus de 1,5 degré. Nous y reviendrons. Merci. Merci Dominique pour avoir élargi le débat à la dimension planétaire. Maintenant, je me tourne vers Alessandra Kirsch. Nous excusons de ne pas avoir mis votre photo sur l'affiche, mais c'est parce que vous êtes arrivé un petit peu plus tard que les autres. Voilà. Aucun souci, je ne vais pas me formaliser pour ça. Moi aussi, je suis très contente d'être ici, sachant que j'ai débuté vraiment ma carrière à Dijon. J'ai fait mon école d'ingénieur agronome à Dijon, j'ai fait ma thèse à Dijon et j'ai fait les premières étapes de ma carrière de fonctionnaire à Dijon aussi. Et par contre, c'est la première fois, je crois, que je fais une conférence à Dijon. Donc c'est assez... après en avoir fait un certain nombre un petit peu partout dans la France, c'est assez rigolo et je suis très contente d'être là avec mes compagnons de route également. Avant toute chose, je dois préciser, je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et tout ce que je vais dire aujourd'hui n'engage absolument que moi à titre d'experte et ne reflète absolument pas la position ni de mon organisation ni du ministère de l'Agriculture. Ceci étant posé,
Donc, si on revient aux définitions qui ont été présentées de la souveraineté alimentaire, elle implique une notion de choix. Il y a une vraie notion de choix dans l'alimentation qui va être proposée à nos concitoyens. Elle doit respecter la volonté de ce que chacun veut manger. Et donc, par rapport à cette notion de souveraineté alimentaire, il y a deux options. Soit on est capable de produire nous-mêmes l'alimentation que le peuple réclame, soit on est capable d'assurer une sécurité via les importations. Mais dans tous les cas, l'alimentation qu'on doit proposer à nos concitoyens, il doit y avoir une notion de sécurité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la proposer en tout temps, ne pas dépendre d'un fournisseur qui, d'un jour ou l'autre, va décider de ne plus nous fournir, pour des questions géopolitiques notamment, ou on doit être capable de la produire nous-mêmes, et elle doit répondre à ce que souhaitent nos concitoyens. Il y a une notion également de sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Alors cette notion de dumping, on pourra s'y étendre ou pas. L'idée, c'est de dire que ce qu'on produit chez nous ne doit pas conduire à baisser le prix chez les autres, pour faire très très court et en langage compréhensible, pas économiste. Donc, on va sûrement s'interroger à ce qu'on produit sur notre sol, mais c'est important aussi de s'interroger sur ce qu'on importe. La question est, est-ce ce qu'on produit sur notre sol correspond à ce qu'on consomme, à ce qu'on a envie de consommer, mais ce qu'on consomme aussi réellement dans les faits. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais en introduction de ce qui va suivre, se dire qu'on a des taux d'auto-approvisionnement, c'est-à-dire quand on prend un rapport production sur consommation supérieure à 100% n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et c'est contre-intuitif, mais des secteurs où on a une production suffisante pour couvrir les besoins de la consommation et où pourtant on va importer un quart, un tiers, voire même des fois encore plus de ce qu'on consomme. Et la question, c'est dans ces cas-là de s'interroger pourquoi. Je ne vais pas être plus longue. Voilà, Je vais passer la parole, le taux de couverture ne veut pas tout dire, quoi, c'est ça? Alors, taux de couverture et taux d'auto-approvisionnement, c'est deux notions bon, encore on verra différentes. tout à l'heure. Je m'adresse maintenant à Christian Morel. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, très heureux de vous recevoir ici dans le cercle du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je crois que c'est un honneur pour nous que les JEA se passent à Dijon. Et c'est un honneur pour moi d'être invité à cette conférence. Derrière souveraineté alimentaire, il me semble qu'on peut un peu dire tout et son contraire. Donc j'espère que la matinée va nous éclairer un peu là-dessus, parce que des fois, tout le monde se sert de souveraineté alimentaire pour une chose et pour une autre. Il faut bien regarder ce qui se passe, parce que nous sommes dans un pays quand même, la France, un pays qui produit, un des premiers pays exportateurs au monde quand même. Je crois que vous êtes dans une région ici, la Bourgogne, et j'espère que vous allez pouvoir y faire honneur avec des vins quand même reconnus au niveau mondial, et on exporte quand même 50% de notre production à l'extérieur. On exporte quand même une partie importante de nos fromages sur l'extérieur. On exporte aussi un fleuron, une fierté de notre région, qui sont les céréales, la production céréalière. En gros, 50% sortent de la région. Donc, on a toujours une activité très importante. Et c'est à ce sujet, je voulais me rapprocher un peu du propos de Dominique Potier en disant que la souveraineté alimentaire, pour moi, elle se gère plutôt sur un marché qui est un marché européen. Notre marché, c'est l'Europe. Notre marché aujourd'hui, notre vie, pour même, c'est l'Europe. Et c'est pour ça aujourd'hui que les régions, dans leurs actes, gèrent aussi une grande partie des fonds européens dédiés aux agriculteurs, que ce soit pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer sur le territoire, que ce soit pour que les exploitations s'adaptent au changement climatique, que ce soit pour investir dans les industries agroalimentaires, et je m'arrêterai là. Il y a d'autres secteurs aussi où c'est qu'on se gère beaucoup d'argent européen pour construire l'agriculture française. Je voulais bien faire un focus sur l'Europe, que l'Europe, elle est quand même essentielle pour notre agriculture, quoi que veuillent en dire certains. Voilà, donc c'est essentiel là-dessus. Le rôle de la région, que vous êtes tout à l'heure, c'est d'avoir une agriculture dynamique, donc d'aller autour des jeunes agriculteurs. Donc nous, le but essentiel, c'est d'aider à l'installation des jeunes agriculteurs, parce que quand on aide les jeunes agriculteurs, on n'aide pas uniquement l'agriculture, mais on aide toute la ruralité. C'est tout ce monde rural qui sera efficace. Vous savez, on a des départements, et j'y reviendrai tout à l'heure aujourd'hui, qui sont capables de faire du renouvellement de génération du 1 pour 1, d'autres départements du 1 pour 2, voire du 1 pour 3. Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça dans cette région, mais pas seulement. On travaille aussi, nous, à travers
pour avoir une certaine cohésion dans tous les projets alimentaires territoriaux. Je crois que c'est important aussi que c'est des centres d'échange entre les producteurs et les consommateurs au niveau des plans alimentaires territoriaux. Et ça, c'est pour moi aussi un pan essentiel. Notre volonté aussi, c'est de créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Car pour moi, et je suis un peu désolé de temps en temps, quand on emmène des petits veaux se faire engraisser en Italie et revenir en France, quand on emmène de la céréale et qu'on ramène autre chose à l'extérieur, je crois que ce qui fait la richesse d'une région, ce qui fait la richesse d'un pays, c'est de pouvoir transformer sur son territoire et là de capter de la valeur ajoutée. C'est aussi une forme de souveraineté. De souveraineté. Le point qu'on a aussi dans les régions, c'est d'avoir une qualité de l'alimentation. Et nous travaillons, nous, beaucoup avec les lycées, car nous voulons aussi que nos lycéens soient capables de déjeuner correctement avec de l'alimentation locale. C'est pour ça que l'objectif du Conseil régional, c'est d'aller un peu plus loin que la loi et d'être à 75% de produits bio et locaux dans nos cantines des lycées. C'est l'objectif qu'on a en fin de mandat. Et c'est pour ça qu'on a un projet qui s'appelle le projet, alors avec un nom complètement tordu, vous l'accepterez, qui s'appelle RADA, mais qui va autour du croisement d'alimentation pour que nos lycéens soient là. Et je crois que dès qu'on habitue aussi, parce que je crois que l'alimentation est une forme d'éducation. C'est aussi une forme d'éducation, et dès qu'on a des lycéens qui sont habitués à bien manger, je pense que quand ils reviennent chez eux, ils ont envie d'en faire la même chose. L'autre point sur lequel nous travaillons, et j'arrêterai peut-être par là, c'est aussi de donner accès à tout le monde sur l'alimentation de qualité. Donc, le président Durin, notre nouveau président, l'a encore dit dernièrement, dans nos axes de fin de mandat, c'est d'aller créer une sécurité sociale alimentaire. Je pense que ceci, c'est quelque chose qui vous cause à un moment donné, parce qu'on n'a pas le droit de laisser des gens sur le côté de la route, parce qu'ils seraient un peu avec des revenus différents, avec des difficultés différentes. Donc, il faut absolument, nous, c'est notre volonté de travailler autour de la sécurité sociale alimentaire. On a déjà certains secteurs de la région travaillent déjà un peu plus sur le sujet. C'est nos référents, c'est nos espaces tests à un moment donné pour voir comment on pourrait inscrire ça dans une politique à plus long terme. Je crois que cette année où c'est que l'on fête les 80 ans de la sécurité sociale, parler de sécurité sociale alimentaire, à mon avis, a tout son sens. Voilà quelques axes, mais j'y reviendrai. Mais je voulais quand même conclure sur une chose, c'est qu'on fera ça si les agriculteurs ont du revenu. Et la base, elle est là, c'est créer du revenu aux agriculteurs. Vous n'allez pas emmener les agriculteurs dans les productions sans revenu, et c'est impossible. La base des bases, pour moi, c'est le revenu. Et l'autre chose, faire attention, et je conclurai vraiment par là, c'est de dire attention de ne pas laisser croire que la souveraineté, c'est du nationalisme. C'est très, très dangereux à long terme. Merci. Merci. Merci beaucoup, Christian Morel. Donc, je vois, avec ces 4 petits exposés, on voit qu'on a pas mal de pistes et que, bon, on ne pourra pas aller au fond de chacune, mais on va ouvrir pas mal de portes. Donc là, on arrive dans le deuxième temps qui est vraiment le cœur du sujet. Voilà, répondre à la question, la souveraineté alimentaire est-elle menacée? Voilà. Oui ou non? Donc, on va surtout parler des sujets qui sont en amont de la chaîne, c'est-à-dire la capacité à produire. Donc, on peut dire aujourd'hui, si quelqu'un qui débarque en France, voilà, il voit que la souveraineté alimentaire est assurée, il n'y a pas de pénurie dans les étals. Bon, il y a eu quelques pénuries en 2022, on a manqué de moutarde à Dijon, par exemple, mais c'est quand même assez... Voilà, c'est un peu anecdotique. Voilà. C'est un scandale. Bon. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la grande majorité, je fais attention à ce qu'on dit, hein, la grande majorité de la population peut se nourrir correctement. Mais aujourd'hui aussi, des tensions apparaissent. On voit que la trajectoire de la balance du commerce extérieur est peut-être sur une mauvaise trajectoire. Donc voilà, on va parler de tout ça. Et je me tourne vers Dominique Potier. Vous avez déclaré, après la crise agricole de février 2024, que le modèle agricole actuel n'est pas soutenable écologiquement et que les désordres écologiques à venir feront qu'il ne sera plus soutenable économiquement. Donc on a un problème à la fois écologique et qui entraîne un problème économique. Pourriez-vous développer ces propos et nous dire en quoi le modèle actuel vous semble non soutenable et est-ce qu'il constitue une menace pour notre souveraineté alimentaire? Et après, vous pouvez développer un peu toute la partie bilan, état des lieux et
potentiels et menaces. Hein. Ah, vous laisse quelques minutes, chaque intervenant a à peu près au moins 5 minutes pour bien développer la question. Et on compte sur vous pour nous couper, parce que le dialogue, enfin, je crois que vraiment, il faut qu'on puisse dialoguer avec, pour répondre aux attentes de ceux qui sont présents autour de nous. La tendance actuelle, la croyance actuelle, c'est que les normes, donc les instruments de régulation, tant écologiques, sanitaires, etc., sont l'ennemi de la production. C'est la croyance qui s'est installée, et je considère que c'est une fiction, donc de manière un peu, je ne sais pas, qu'il y a une part, bien sûr, dans la normalisation, dans les systèmes de contrôle, ils doivent être plus humanisés, ils doivent être plus lisibles, ils doivent être simplifiés, tout ça, on est d'accord. Mais la norme est devenue, et derrière la norme, c'est l'écologie. Et même pour certains, c'est devenu les écologistes, qui sont le problème essentiel de la production. Donc par rapport à ce que je considère comme une forme de délire, qui a investi la pensée commune d'une grande partie de la profession agricole, des leaders politiques qui veulent leur plaire, etc., j'essaie de tenir, sans être caricatural, un discours plus équilibré. Et je dis que si toute norme mérite d'être révisée, réinvestie, discutée, c'est normal, c'est normal, c'est une discussion logique, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet aveuglant ou un effet lampadaire sur ces normes qui nous distrait des vrais sujets. Donc je dis ici que les 3 obstacles à la capacité à produire de façon solidaire, équitable, etc., et tout, on verra pour tous les Français, dont les 10 millions qui aujourd'hui sont au seuil de pauvreté, sont en train de dévisser, de perdre pied par rapport à leur pouvoir de vivre, d'achat, etc. La capacité à produire aujourd'hui est essentiellement fragilisée par 3 facteurs. Le premier, c'est la relève agricole. On a un paysan sur 2 qui va partir à la retraite, pour discuter, on va dire dans la décennie qui vient, dans 10 ans, si on se retrouvait ici, on pourrait se retrouver avec une France avec moitié de paysans. C'est 10 millions d'hectares sur les 27 millions de surfaces agricoles françaises qui vont changer de main. Soit, je le fais très simple, soit ils vont à l'agrandissement et on aura sur le même territoire donné moins de valeur ajoutée alimentaire et agroalimentaire produit, parce qu'on va aller dans des logiques de simplification qui sont cohérentes économiquement. Simplification et pas diversification. Et elle sera donc un appauvrissement économique, un appauvrissement social par la perte d'actifs concomitants, en tout cas, ou de qualité d'actifs. Ce sera moins des entrepreneurs et plus des salariés, etc. Et puis, on aura surtout une perte écologique qui aura une incidence sur l'économie, parce que c'est ma deuxième conviction. Au-delà de la relève agricole et de la question des entrepreneurs, de qui va être paysan demain, l'autre question, c'est le climat. Dans une France à plus 1,5 degré, les réflexions courent avec les chambres d'agriculture. Le président de la République s'en est fait l'écho et tous les responsables le savent. En dessous de la Loire, il y a un sujet en Occitanie, le sud de l'Aquitaine, etc., de capacité à produire. Il y a un sujet et dans le sud de la PACA, le sud de la France va être une question de capacité à produire liée au stress hydrique, bien évidemment, etc. Donc nous sommes, on a une partie de la France qui est frontière pour l'Europe du dérèglement climatique. Et cet effondrement de la biodiversité, la répétition des zoonoses et autres épizooties, etc., sont des alertes majeures, les questions de l'eau, etc., sur notre capacité à produire. Donc la question du climat et des écosystèmes et de la santé des écosystèmes sont le deuxième facteur. Et le troisième, c'est la question des règles économiques. Si on a combattu le Mercosur, c'est pas qu'on est contre les échanges dans la mondialisation, c'est que ces échanges nous paraissaient déséquilibrés, car à la fois atteignant nos prairies et l'Amazonie. C'est parce qu'ils augmentaient de 800 millions de tonnes la production de CO2 et qu'ils étaient donc contracycliques par rapport aux attentes de la COP, des COP climat, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils venaient déstructurer des filières de production qui garantissaient avec bon sens la capacité à faire de la polyculture élevage dans nos régions, de faire de la viande, du lait, etc. Donc et la question qui a passionné l'opinion publique autour de l'acétamipride sur des filières pomiculture, noisettes et betteraves peut paraître très relative par rapport à d'autres concurrences déloyales où nous serions confrontés sur nos marchés à des pays tiers, à certes des distorsions intra-européennes qu'il faut résoudre. C'est le sujet, il faut le résoudre évidemment. Il y en a quelques propositions là-dessus si on a le temps d'en parler, mais elles sont surtout extra-européennes. Et sur cette question de l'effectivité des mesures miroirs ou des règles commerciales justes, il y a un enjeu fondamental de protection à la fois de notre capacité à produire et de respecter celle des paysans au bout du monde. Voilà ce que je voulais dire.
Merci Dominique Potier. Donc, je vais me tourner maintenant vers Alexandra Kirsch. Est-ce que vous voyez de la même manière les menaces qui sont sur notre capacité à produire, bien, par rapport au climat, et pouvez-vous nous dire aussi comment vous voyez cette question des normes et la réduction de l'importance des normes, voilà, qui est en marche en ce moment. Alors, je pense qu'il aurait été plus judicieux de laisser Dominique Chargé parler avant. Sur cette question des normes. Je ne suis pas agricultrice, donc je ne les subis pas au quotidien. Donc, je suis assez mal à l'aise sur cette thématique-là. Je pense profondément que le problème est, avant toute chose, qu'on ne reconnaît pas les efforts faits. C'est-à-dire qu'on prend des situations à un instant T sans s'interroger sur l'état antérieur des choses. Donc on va avoir par exemple des indicateurs qui vont nous dire que la situation continue à se dégrader sur la biodiversité, sur des zones de captage qui sont de plus en plus polluées, etc. Sans prendre en compte l'inertie par exemple des masses d'eau. Vous allez retrouver aujourd'hui de l'atrazine dans les eaux souterraines, alors que c'est un pesticide qui est interdit via la norme depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2003. Donc ça met du temps en fait à ce que les progrès qu'on met en œuvre dans les fermes soient observés sur l'état du milieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à appréhender, et ça met beaucoup moins de temps de détruire que de reconstruire. C'est-à-dire que pour reconstruire, par exemple, 1 centimètre de sol via des pratiques qui ont été améliorées, vous en avez pour 10, 15, 20 ans, avoir une amélioration du taux d'humus, une amélioration de la matière organique, alors que pendant toute cette période-là, les agriculteurs ont fait les efforts. Donc je pense qu'il y a un côté, au niveau ressenti de la profession, de dire les efforts sont faits et pourtant on nous en demande toujours plus. Vu que je savais que ce sujet allait quand même venir, je suis venue avec des chiffres, parce que j'aime bien les chiffres. Si on parle des phytos, sur une période de référence, donc c'est les derniers chiffres, vous les trouverez sur le site du ministère de la Transition écologique, je ne les ai pas inventés. Période de référence 2015-2017 par rapport à 2021-2023. Vous conviendrez que c'est quand même une période assez courte. On a réduit le total des pesticides hors biocontrôle de 23,3%. Et si vous prenez les chiffres pour ce qu'on appelle les CMR, donc les molécules classées cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, donc ce qu'il y a de plus dangereux, on les a réduits de 36,7%. Donc c'est un peu, je pense, et encore une fois, je pense que Dominique Chargé sera mieux indiqué que moi pour répondre à ce genre de questions-là. Le côté, les efforts sont faits, vous ne les voyez pas, vous n'apportez aucune reconnaissance sur tout ce qu'on a pu faire, mettre en place, et par contre, vous en demandez toujours plus en nous traitant de pollueurs et de personnes qui travaillent n'importe comment. Si je la fais en courte, c'est un petit peu comme ça, je pense qu'il y a un gros ressenti pour une grosse partie des agriculteurs. Sur les engrais, même combat, 20% de réduction des engrais en 10 ans. C'est quand même pas une paille, pour reprendre une expression du milieu. Donc, de dire qu'on est parfait et qu'on ne peut pas faire mieux, c'est faux. De dire qu'on n'a rien fait, c'est faux aussi. Voilà, c'est un peu ma position. De dire qu'il y a encore des progrès à faire, ça reste possible, mais à considérer encore une fois dans un monde ouvert où malgré tout ce qu'on aimerait bien faire, et j'aimerais bien qu'on en parle, tiens, les clauses miroirs ne seront pas possibles telles qu'on les aimerait. Et on va pouvoir en discuter, Dominique, je te vois me regarder avec un regard noir. Les clauses miroirs, ce qu'on aimerait à l'échelle française, c'est de dire, est-ce que tous les agriculteurs aimeraient, est-ce que j'aimerais aussi, de dire, bah voilà, on va interdire telle pratique, telle molécule, et ne rentrera plus jamais sur notre territoire un produit qui a été conçu de cette manière-là. On l'a fait un jour, on l'a fait pour un produit hyper spécifique qui est la cerise. Ne me demandez pas pourquoi la cerise, il y avait peut-être quelqu'un qui était fou de cerise. Mais bref, on a interdit une molécule qui s'appelle le diméthoate sur la cerise, qui pulvérisait des petits moucherons. Et nos agriculteurs qui produisaient des cerises ont dit oui, mais c'est quelque chose qui vraiment joue sur le coût de production.
Si vous nous l'enlevez à nous, il ne faut pas laisser rentrer les cerises qui ont été traitées au diméthoate ailleurs. Banco, ça a marché, on a interdit toutes les cerises issues des pays qui autorisaient l'utilisation du diméthoate sur les cerises. Vachement efficace, il suffisait que le pays autorise le diméthoate, ça ne rentrait plus, notamment la Turquie par exemple. On l'a fait sur la cerise. Maintenant, on ne peut pas le faire sur tout. Et on ne le fera pas sur tout. Et sur la cerise, ça a surtout tenu jusqu'à ce qu'au niveau de l'Union européenne, on légifère sur la cerise. À partir du moment où le diméthoate a été interdit à l'échelle de l'UE sur la cerise, on a fait un truc qui est ce qu'on fait tout le temps au niveau européen, c'est qu'on abaisse la détection des limites maximales de résidus. C'est-à-dire que sur une cerise, on va en prendre quelques-unes, on les analyse. Si vous trouvez X%, enfin X microgrammes de diméthoate, la cerise ne rentre pas. Néanmoins, le problème, c'est que pour un sacré paquet de produits, vous pouvez utiliser par exemple des néonicotinoïdes en enrobage de semences, vous ne les verrez pas dans le produit fini. Donc on peut les interdire chez nous, on peut abaisser les limites maximales de résidus, mais vous ne les trouverez pas dans ce que vous importez, parce qu'il n'y aura pas de résidus. Mais par contre, ça aura été utilisé dans le pays de production. Donc, il y a quand même une équation qui est compliquée à résoudre sur le sujet des clauses miroirs. Je m'arrête là, j'ai trop débordé, j'ai bien compris, mais c'était pour dire que oui, on peut faire mieux. Le problème, c'est qu'on est dans un monde ouvert où on ne pourra pas mettre des barrières partout. Il faut préserver des conditions de concurrence équitables pour que nos agriculteurs puissent vendre leurs produits et être compétitifs par rapport à ce qui rentre et va continuer à quand même rentrer malgré tout. Oui. Donc il faut retenir que les chiffres, c'est bien, mais que si on ne va pas dans le détail des chiffres, on peut passer à côté, d'après vous, d'une certaine réalité. Voilà. Donc après, on pourra revenir un petit peu, savoir si il y a... est-ce que la réduction des apports de produits, comme vous dites, excusez-moi, si la réduction, si cette réduction est ressentie et s'il y a un consensus sur les efforts que vous avez signalés, voilà. Et ce que je voudrais vous demander tout de suite, un petit peu très rapidement, pour répondre à la question du jour, est-ce qu'il y a des menaces sur la souveraineté alimentaire aujourd'hui, de votre point de vue? Ah de mon point de vue... Mais vue... rapidement, parce qu'après je vais passer la... Ah mais rapidement, oui. Vous posez des questions compliquées. Ça, c'est un truc qu'on adore faire en France. On pose des questions hyper compliquées. Bonjour, vous avez 30 secondes pour répondre à une question hyper compliquée. Moi, je ne sais pas faire. Bon. Donc, par contre, je peux faire en vous donnant des exemples. Je vais vous en donner. Tiens, on va faire un petit test dans l'assistance. D'après vous, messieurs, dames, citez-moi une filière, hormis les céréales, où on n'a aucun problème, où on en fait largement et plus qu'assez. Le vin. Bon. Non mais toi, t'as pas le droit de répondre, Dominique. C'est tu triches. On va dire que le vin, même si c'est une hérésie de dire ça en milieu bourguignon, n'est pas nécessaire à. On peut survivre sans vin. N'est pas considéré comme bien de première nécessité. Voilà. Je vais vous le dire comme ça. Bon, ça me fait mal de le dire. Pardonnez-moi. On valide, oui. Donc, pardon. Le chou, c'est spécifique. Bon, je vais vous en donner un. Allez. Le lait. Voilà, tout le monde sait que le lait, on en produit plus qu'assez, que tout va bien dans le lait. Eh bien, le lait, on importe un tiers de la consommation de nos produits laitiers est d'origine importée. Le beurre et pour vous donner des chiffres encore plus précis, tout ce qui vient des IAA non laitières, c'est-à-dire les industries agroalimentaires non laitières qui vont vous faire par exemple des lasagnes, des produits de ce type-là. Dans les lasagnes, vous avez de la béchamel, vous avez des produits laitiers. Eh bien, 40% de la consommation de lait en France provient de ces produits qui sont faits par les IAA non laitières. Donc, c'est une grosse partie de la consommation du lait en France. Et 77% du volume importé va sur les IAA non laitières. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous consommez du lait donc, sous forme de matière grasse importée réintroduite dans les produits du quotidien. Donc, pour plein de produits, je vous ai donné l'exemple du lait, un des vraiment beaucoup plus connus, c'est l'exemple du poulet. On consomme de plus en plus de poulet en France parce que c'est pas cher.
parce que c'est une viande blanche, parce que pour la santé, c'est ce qu'on vous conseille de consommer. Donc, on en consomme de plus en plus, de plus en plus. On en produit à peu près autant, mais l'évolution de la production ne suit pas celle de la consommation parce que personne ne veut de poulailler. Et personne ne veut surtout de poulailler dit industriel, alors que c'est ce truc-là qu'on consomme le plus. Donc, oui, au niveau souveraineté, on est en danger parce qu'on refuse, sur le sol français, dans le cas du poulet, de produire ce que le consommateur lambda moyen va consommer. Je vous remercie, Alexandra. Oui. Donc, on va demander maintenant à Christian Morel ce qu'il pense de l'implantation de poulaillers en Bourgogne-Franche-Comté. Et après, vous pourrez continuer et nous donner votre point de vue. Est-ce que la sécurité alimentaire est menacée, vous semble menacée? Donc, si on prend le système du poulet, et je ne serai pas tout à fait d'accord avec Alexandra, et je vais m'expliquer pourquoi. Le poulet, en France, est une viande qu'on appelle invisible. Elle fait partie de nombreuses boxes, de nombreux produits comme ça. Vous mettez du poulet. Ah, pardon. Le poulet est une viande quasiment invisible. Vous demandez à beaucoup de jeunes qui achètent des boxes dans les centres-villes, ils achètent de la viande, ils achètent un produit, ils ne savent pour l'un sur deux que c'est même pas du poulet dedans, c'est de la viande. Donc voilà, c'est vraiment la viande invisible. La viande qui est invisible, c'est que vous pourriez mettre un autre produit à la place, et que je crois que ça passera autrement. On met du poulet parce qu'il n'est pas cher. Mais quand on dit pour le poulailler industriel, moi je trouve quand même que, et ça c'est un système, que quand vous allez au restaurant ou ailleurs acheter une box, quand vous voyez le coût du produit, la matière première, dans une box, dans un plat, à un moment donné. Je cite souvent un exemple. J'ai un petit restaurant dans mon village, vous savez qu'on va manger, c'est sympa, ce petit restaurant de village. Et l'autre jour, je vais manger un plat, il y avait du poulet avec une salade et quelques crudités, il y avait une entrée avec, tout ça. Valeur 18 € du plat. Le restaurateur est un copain. Je lui dis, mais tu as combien de matières premières poulet dedans? Il me dit, entre 1,30 € et 1,50 €. D'accord. Demain, si on veut que nos gens mangent, là, si on paye du poulet de qualité, ça ne va pas changer grand-chose sur la facture finale. Ça ne va pas changer grand-chose sur la facture finale. Je crois qu'il faut arrêter de penser à un moment donné que les gens demandent ce produit-là. On leur offre ce produit-là. Mais ce n'est pas forcément la demande du consommateur. Je voudrais insister là-dessus quand même, parce qu'à un moment donné, de dire les consommateurs mangent ça. Non, on met ça dedans parce qu'on fait de la marge à un moment donné. Je suis un peu radical, mais c'est un peu dans ce sens-là que je voulais me dire. Production de poulet en Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que comme dans d'autres régions, il faudrait créer des poulaillers. Le problème du poulailler, dès qu'on en met, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Si l'éleveur, si l'agriculteur ne fait pas le tour de la communauté de communes, du maire, de là, il ne passera pas. On va passer un poulailler parce que c'est dans l'air du temps. Et l'autre chose sur des régions comme les nôtres aussi, ce qui est important, c'est l'eau. On y reviendra peut-être sur l'eau. On a des secteurs aujourd'hui qui pourraient recevoir des poulaillers et où les maires nous disent « attention, attention, j'ai tout juste l'eau pour ma population ». Un poulailler de 40 000 poulets, 2500 mètres cubes d'eau par an. Le maire, il me dit attention, attention, faites pas n'importe quoi là-dessus. Donc ça, une chose. Et moi, ce que j'ai voulu faire au niveau de la région, c'est on vient de le faire là, de doubler les aides sur les poulaillers, mais des poulaillers où c'est qu'on produit de la viande de qualité. On produit de la viande de qualité. Il y a une norme européenne, je vous détaillerai pas la norme, qui s'appelle le CC, qui va être applicable en 2026, et que les gros groupes ont déjà bien compris. Que ce soit les gros groupes en France, que ce soit LDC, que ce soit Plucon, qui sont les gros groupes qui interviennent dans notre région, les poules à poulailler, l'ont inscrit dans leur cahier des charges. Je crois que je n'ai pas honte à dire à un moment donné que l'argent public, elle est là pour aider à monter en qualité, à monter avec des systèmes vertueux et pas financer tout et n'importe quoi. Donc dans ces poulaillers un peu comme ça, je suis frileux. Et l'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est que nos entreprises privées, là, elles viennent de subir une chose qui s'appelle le sanitaire avec la grippe aviaire. Avec la grippe aviaire, on a perdu énormément de production de volailles en France. D'accord ? Donc, à un moment donné, pour limiter ce risque sanitaire et pour avoir des coûts de production moins chers, sont allés produire à l'extérieur. C'est des entreprises françaises qui vont produire en Pologne, en Allemagne, en Ukraine et ailleurs. Et moi, je voudrais bien qu'on dise un jour, là, que quand c'est des entreprises françaises qui vont produire à l'extérieur pour des coûts moins chers, est-ce que c'est vraiment de l'importation ? Ou est-ce que c'est nos entreprises qui cherchent à faire du revenu? Là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait débat un jour dans ce sens-là. Moi, je n'admets pas trop quand même
que des abattoirs, que des poulaillers ferment en France parce qu'elles ne sont pas entretenues, et qu'on aille faire ça dans les pays étrangers, puis après qu'on crie en disant « on importe, on importe ». Ah oui. À cause de quoi? On importe. Mais ça, il faudra qu'on fasse attention là-dessus. Voilà. Bon ben, merci Christian Morel, il faut de la cohérence. Maintenant, je vais me tourner vers Dominique Chargé, puis lui demander un petit peu son point de vue sur le panorama des menaces qui pèseraient sur la souveraineté alimentaire. Très bien, il a été dit beaucoup de choses, donc je vais essayer, moi, d'éclairer autour des questions qui sont les questions liées directement aux activités. Mais en fait, dans le premier tour de table qu'on a fait, on a tous fait le constat que la France était, vous l'avez dit, Monsieur Morel, la France est une grande nation de production agricole et agroalimentaire historique, et qu'elle a perdu des positions parce que d'autres pays ont progressé, que la France a plutôt stagné, voire régressé. Vous avez cité le cas du poulet, qui est emblématique de ce qui se passe en France. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que on a bâti tout ça dans un monde qui va depuis l'après-guerre 1950 et jusqu'au début des années 2000 ou 2010, qui était un monde stable, qui était un monde sûr dans les flux, dans les échanges, et qui était un monde abondant. Et depuis une dizaine d'années, moi je dis 2014 parce que c'est Poutine en Crimée, et puis voilà, enfin, il faut des repères. On est passé dans un monde qui est beaucoup plus instable, beaucoup moins sûr et surtout beaucoup moins abondant pour tout un facteur, pour toute une catégorie de raisons. Et en fait, c'est de ça dont il faut qu'on parle. La France reste un grand pays producteur parce que nous avons des conditions pédoclimatiques, un savoir, et nous avons des élèves dans les écoles. Dans les écoles techniques, nous avons des élèves qui veulent faire ce métier. Donc on reste un grand pays et avec des conditions qui sont favorables. Or, nous sommes passés de la deuxième puissance agricole au registre, j'allais dire, de notre balance commerciale, peu importe, et des exportations, mais c'est un des repères, à la 6e place à l'échelle mondiale et de la première à la 3e, voire 4e place à l'échelle européenne. Alors, quels sont les facteurs qui influencent sur tout ça? Moi, j'en vois deux grandes catégories de menaces. Il y a des menaces qui sont liées à la compétitivité, pardon d'employer peut-être un mot, qui est peut-être pas, mais compétitivité, revenus, pérennité. Et puis, il y a une deuxième catégorie de raisons, c'est acceptabilité sociale et sociétale des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des conditions d'exercice du métier. Moi, je pense que c'est autour de ces questions-là. Alors, dans compétitivité, revenus, pérennité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le climat, changement climatique, adaptation au changement climatique et les conséquences sanitaires qui sont directement ou assez directement liées au changement climatique. Plus que le refus des normes, c'est les conditions d'exécution, d'accompagnement et les moyens qui sont mis dans l'accomplissement des transitions. Interdire quelque chose en France qui est autorisé aux portes de nos frontières et nous mettre en difficulté parce qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de filtres qui fonctionneront. Donc, la colère d'un paysan aujourd'hui, c'est de dire « je ne comprends pas qu'on m'impose des règles et qu'on accepte d'importer des produits qui ne respectent pas ces standards et qui viennent prendre nos marchés. » Ça, si vous voulez mettre les gens en colère, vous faites comme ça. Donc ça, c'est un vrai sujet. Nous avons besoin d'être plus soutenus, d'avoir plus de moyens à la recherche et à la mise en œuvre, parce que la recherche ne suffit pas. Il faut expérimenter et après, il faut déployer les changements, les transitions agroécologiques, tout ce que sont les ressorts et les leviers sont extrêmement difficiles à faire percoler jusque dans les exploitations parce qu'il y a des risques derrière ça qu'il faut mesurer. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis, il y a une troisième grande... Il y a deux autres catégories de facteurs de changement ou d'influence sur les menaces. C'est, je vais vous le faire très court, à travers la valeur de l'alimentation, c'est le message constamment martelé par la publicité d'un certain nombre d'acteurs de la distribution, comme quoi l'alimentation serait la variable d'ajustement du budget des ménages. L'alimentation, c'est pas cher. D'ailleurs, je la fais moins cher que mon concurrent, qui lui-même la fait moins cher que le suivant. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça tue l'ambiance, d'abord, et ça tue la valeur de l'alimentation, qui pour autant doit être
respecter. Et il y a une autre catégorie de facteurs de changement qui est importante, qu'on voit moins, c'est l'évolution des modes de consommation par la nomadisation, enfin voilà, l'évolution des modes de vie, notamment des nouvelles générations, et donc qui influe une évolution des modes de consommation. Et par rapport à ce que vous disiez, Christian, moi j'ai un commentaire. Je pense qu'il y a une erreur d'interprétation ou de compréhension dans ce qu'on a appelé la montée en gamme. Moi, je suis d'accord avec la montée en gamme. Je suis éleveur de volailles label. Mais la montée en gamme doit se faire sur toutes les gammes et elle ne doit pas être exclusivement réservée au haut de gamme. Parce que là, on s'est trompé collectivement. On s'est trompé collectivement parce qu'on a abandonné tout un pan de production qui correspond à une catégorie d'alimentation, ce que j'appelle l'alimentation du quotidien, qui n'est pas une mauvaise alimentation issue d'une mauvaise agriculture. C'est une agriculture différente qui correspond à de nouveaux modes de consommation. Et ces modes de consommation, qui sont des modes de consommation nomades, ils nécessitent, pour aller vite, des modes de production, de transformation et de conditionnement qui correspondent à ces nouveaux modes de consommation. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, sur ce premier point, j'en ai un deuxième. Je vais vous faire une conclusion que Dominique Potier a adoptée la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. C'est que mettre une production nationale sous contrainte qui correspondrait à voir sa production diminuer au profit d'importations qui ne respecteraient pas les contraintes qu'on s'est fixées chez nous, conduit à avoir une vuittonisation de notre production et une chinisation de notre alimentation. Et ça, c'est dramatique. Et c'est là-dedans qu'on est. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. Reprenez calmement, là, parce que c'est... Vuittonisation de notre alimentation, ça veut dire que nous sommes allés vers une montée en gamme qui a rendu exclusif une alimentation qui ne correspond plus forcément à ce que les gens consomment. Et la chinisation de notre alimentation, c'est tout simplement une alimentation qui est très fortement, dans certaines catégories de consommation, issue de production agricole importée qui ne respecte pas les standards qu'on s'impose chez nous. C'est ça qui se passe. Ni sociaux, ni environnementaux, etc. Bien sûr qu'il y a tout ça. Et justement, je viens sur les facteurs sociaux et sociétaux. Le deuxième point qui pose problème, de mon point de vue, c'est ce que j'appelle, moi, l'acceptabilité sociale et sociétale. L'acceptabilité sociale, tout le monde la connaît, c'est les facteurs qui vont permettre à un agriculteur de pouvoir vivre dignement, pas seulement d'un point de vue du revenu, mais aussi des conditions de travail de son métier. Et dans les conditions de travail, il y a le travail en lui-même, mais il y a aussi la pression mentale du métier d'agriculteur. Avec aujourd'hui le contexte du changement climatique, les questions d'instabilité, etc. Ça, je peux vous dire que la pression mentale qui agit aujourd'hui sur le mental des producteurs, elle est extrêmement importante. Il faut qu'on arrive à améliorer ça. Alors, c'est un sujet en soi, mais en tout cas, il y a des questions autour de la modernisation, de plus de collectifs, d'accompagnement, etc. Il y a la question de l'acceptabilité sociétale de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Tout le monde veut manger français, tout le monde veut manger local, mais personne ne veut de la production dans son village et de l'usine de transformation dans le village d'à côté. Ça, je suis désolé. Pour manger français, il faudra produire et transformer français. Vous pouvez prendre les choses comme vous voulez. On peut s'expliquer sur les modèles, on peut s'expliquer sur les chaînes de valeur, on peut s'expliquer sur tout ce que vous voudrez. Si nous ne produisons pas plus, nous ne mangerons pas plus français. Clair ? Et transformé, parce qu'une alimentation ou une production agricole qui n'est pas transformée, et c'est ce que vous disiez, Christian, aussi, et je vais y revenir, la France, aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu en train de corriger, mais en tout cas, était un pays qui exportait beaucoup de produits bruts. Alors, vous l'avez dit pour le blé, et on réimporte de la farine qui vient d'Allemagne. Expliquez-moi pourquoi l'Allemagne est plus compétitive que nous pour nous fournir la farine. Je vais vous le dire, parce que les impôts de production et les conditions industrielles y sont meilleurs. Et qu'il y a en gros 5 à 10 points d'écart aujourd'hui entre une industrie de la meunerie allemande et la meunerie française, juste sur les questions liées à l'énergie, aux impôts de production, à la main-d'œuvre, etc. Point. Je n'en fais pas plus. Vous l'avez dit pour les broutards et je partage. On le sait aussi pour les pommes de terre qu'on exporte brutes et on réimporte des chips et des frites qui sont transformées juste de l'autre côté de la frontière belge. Expliquez-moi pourquoi on fait ça. J'ai des explications pour y revenir. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous importons 70% de ce que nous consommons dans les légumes, 50% dans les fruits, 50% dans les poulets, ça a été dit, 30% dans les autres viandes rouges, 50% de nos moutons, nos agneaux, et les noisettes, qui est un peu l'étendard qu'on a fait monter sur un sujet qu'il faut traiter. On importe 80%
de ce que nous consommons en noisettes. Et nous avons des usines de transformation qui fabriquent, alors on va peut-être pas être d'accord avec le produit, mais en tout cas c'est comme ça, une célèbre pâte à tartiner qui utilise des noisettes et qui importe 80% des noisettes dont elle a besoin. Voilà. Et des noisettes qui, je le dis, viennent notamment de Turquie et qui, évidemment, sont produites avec des conditions auxquelles nous n'avons plus accès. Et encore une fois, ce qui me perturbe, ce n'est pas de ne plus avoir accès, c'est qu'on accepte d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas nos règles. Voilà. Et donc, plus que la norme, j'y reviens, c'est la condition à la fois d'accompagnement de la mise de la norme et le fait de ne pas laisser les filières françaises dans des situations d'impasse dans lesquelles on aurait des importations qui nous mettraient en difficulté. Voilà, j'arrête parce que je dis beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, je voulais passer ces messages. Merci Dominique Chargé. Donc, vous nous avez déjà on est bien entré dans la partie des leviers. Donc, ça va un tout petit peu changer le déroulement prévu. Moi, je vais maintenant m'adresser à la salle. Est-ce que c'est le moment un petit peu de poser des questions, de réagir par rapport à ce qui a été dit? Après, on refera une tournée de... Oui. Non, moi, non, mais pour ceux qui veulent parler dans la salle, il faut appuyer sur le micro et c'est vous qui donnez la parole. OK? C'est moi qui donne la parole. Voilà. Donc, il faut appuyer sur le micro. Voilà. Je vois donc, une dame au fond, madame. Oui, je prends quelques questions. Hein, voilà. Allez-y. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche, je suis désolée, j'en ai trop plein. Je vais essayer de... C'est vraiment trop passionnant. Je vais essayer d'en choisir quelques-unes. Vous avez cité l'exemple de la cerise et il y a une mesure qui a été prise pour protéger les cerises. Voilà. Et vous avez dit, mais on peut pas faire ça pour tout. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça pour tout? Je ne comprends pas. Donc vous avez évoqué le problème du contrôle des produits qui étaient autour des graines et qu'on ne pouvait pas tout contrôler. Oui, mais si on sait que le produit n'est pas interdit quelque part, on sait qu'on va en trouver. Donc voilà, donc je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire pour tout. Ensuite, moi j'ai adoré votre réflexion, Monsieur Morel, sur les consommateurs, ils n'ont pas demandé. Mais c'est évident, en fait, on met un tas de trucs sur le marché qui sont de la malbouffe. Hein. Faut appeler les choses. Enfin, on n'est pas dans la production alimentaire, on est dans de la malbouffe. Et pourquoi? Parce qu'il a fallu faire baisser la part, et ça a été évoqué aussi plus tard, la part de la dépense sur l'alimentation pour acheter des tas d'autres trucs, des portables, des télés à écran géant, des machins qui coûtent... Mais tellement plus cher en plus que ce qu'on met dans l'alimentation et c'est ça, et c'est les agriculteurs qui ont payé ça. C'est complètement dingue et voilà. Donc, là aussi il y a un problème de choses qui ont été proposées, mises sur le marché, mais que les consommateurs n'ont pas voulu. Mais simplement c'est pas cher. Moi, j'adore hein, là, donc moi je comprends pas qu'on puisse pas prendre des mesures pour lutter contre cette dégradation du qualitatif. Mais c'est vraiment un point. Cette baisse du revenu des agriculteurs qui est vraiment mais vertigineuse. Alors on revient à la transmission, hein, voilà. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, les campagnes se vident, etc. Enfin, vous avez dit combien d'agriculteurs qui vont arrêter bientôt? Et ça va aller à l'agrandissement, donc perte de diversité de production, perte de biodiversité, parce que les modèles vont changer. Enfin, voilà. Et pour ce qui est de l'agriculture, on ne veut pas avoir chez soi les unités de production alors qu'on voudrait les consommer. Là aussi, c'est pareil, c'est deux agricultures différentes. Ce que les gens ne veulent pas avoir près de chez eux, c'est la ferme de 1000 vaches. Mais ils sont complètement d'accord d'avoir près de chez eux un agriculteur en polyculture élevage qui aura ses vaches qui sont là dans les prés, etc. Enfin, donc, il y a des filières différentes, il y a des modèles différents et il faut... Merci beaucoup. On a bien noté votre question et je vais m'adresser à d'autres personnes. Monsieur, le monsieur en jaune au fond, là, c'est pas... Oui, dans la France des années 80, on a inventé, Jacques Lang, l'exception culturelle, en mettant en place des quotas, en mettant en place des régulations sur les prix pour protéger les libraires. Par exemple, on ne pouvait pas vendre moins cher les livres dans les supermarchés que chez les libraires, des quotas de musique étrangère sur les radios. Pourrait-on réfléchir à un modèle d'exception agricole en mettant en place, en prenant comme principe que l'agriculture ne peut pas répondre aux simples règles du marché et en mettant en place des quotas d'importation, en réfléchissant à prenant exemple sur le modèle de l'exception culturelle pour travailler sur l'exception agricole. Oui, merci.
Monsieur, devant. Je veux. Tout le monde. Oui, en remerciant l'ensemble des intervenants, le problème notamment des distorsions de normes au niveau européen nous amène sans doute à reposer le problème non pas au niveau simplement national, mais au niveau en fait de ce que l'on exige en termes de qualité, en termes de normes, en termes de production sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et lorsque nous aurons réussi, entre guillemets, à définir au moins un seuil minimal, d'avoir la même exigence avec l'ensemble des produits. Vous avez parlé notamment des noisettes par rapport à l'apport d'une célèbre pâte à tartiner qui utilise énormément de noisettes dont certaines viennent de Turquie. À partir du moment où on aura réussi à imposer des normes communes sur l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, on sera en capacité, je pense, de définir ces normes comme étant les normes exigibles pour l'entrée des différents produits. Mais tant qu'on aura cette distorsion de normes entre les pays de l'Union européenne au sein de cet espace, on ne pourra pas avancer. Donc le problème ne se situe pas simplement au niveau de notre pays, mais au niveau de l'Union européenne. Et je redis, et puis je vais arrêter là, sinon ce serait beaucoup trop long, on a derrière l'alimentation un problème de santé, avec des explosions notamment qui sont multifactorielles, dont un des facteurs, c'est la qualité de l'alimentation. Et on ne peut pas, en fait, balayer d'un revers de main en disant « mais on ne peut rien faire, on a déjà essayé, regardez les cerises, etc. » Non, je veux dire, on a des explosions de cancer sur les jeunes générations, dont un des éléments, ça a été démontré d'un point de vue scientifique, est lié, en fait, à la détérioration de la qualité de l'alimentation. Donc je pense qu'on est au pied du mur et il faut à tout prix agir, non seulement au niveau de la loi en France, mais surtout au niveau de l'Union européenne. Ayant été parlementaire européen, je pense que c'est possible à condition que nous en ayons la volonté collective, notamment dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur. Oui. Bonjour, merci pour ce débat. Souveraineté alimentaire, peut-on l'avoir sans souveraineté énergétique? Or, la souveraineté énergétique, de nombreux débats ont montré qu'on ne l'avait pas. Il suffit d'écouter Monsieur Jancovici, je pense que tout le monde le connaît. Depuis hier, j'entends pas mal parler de planification écologique, je suis pour. Et donc, je pose une question simple. À quand des tracteurs dans nos campagnes qui fonctionnent avec du gaz de méthanisation? Question technique, mais simple, pour la souveraineté. Monsieur. Bonjour, Vincent Hechduc, je dirige l'innovation sociale au groupe Vive, groupe mutualiste non lucratif dans la santé. Il y a eu beaucoup de chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de se dire aujourd'hui, c'est quoi les coûts économiques des modèles de production, de transformation et d'accessibilité de l'alimentation en France. Aujourd'hui, il y a le FAO du coup, qui estime à 10% du PIB mondial les impacts et externalités négatives sur les questions justement des modèles de production. Et aujourd'hui, on est au JEA. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les enjeux de coopération. Quelles sont les conditions de la coopération pour travailler notamment sur la rémunération des agriculteurs. Aujourd'hui, on travaille sur les questions de dérisquer l'alimentation comme déterminant de santé. Et un exemple que j'aime bien citer sur la question de l'organisation des filières, c'est l'exemple de Terre de Source, issu justement du bassin rennais, où la question était de se dire comment on améliore la potabilité de l'eau à l'entrée des bassins sur les questions de santé. Ça répondait à une double injonction, à la fois les enjeux de rémunération des agriculteurs, le financement du modèle de transformation de leur production, et la transition et l'amélioration des ressources en eau. Et donc, ils ont développé un cahier des charges avec une centaine de producteurs, d'éleveurs, de transformateurs pour améliorer justement les ressources en eau. On développé un marché public innovant auquel les producteurs répondent pour une qualité, une amélioration de la qualité justement de l'eau par une prestation de service. Et ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont développé des filières par produit. Ça a donné naissance à une SIC, qui permet ensuite de répondre à des marchés publics pour la restauration collective et de financer finalement deux choses, l'amélioration de la ressource justement en eau et l'amélioration de la rémunération des agriculteurs dans le financement de leur transition. Ma question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaille à transposer justement ces modèles sur d'autres régions, d'autres territoires, d'autres collectivités pour financer justement cette transformation
qui impactent à la fois la santé des agriculteurs, leur rémunération, mais aussi la santé du territoire. Merci beaucoup. Encore une dernière question, puis après on... Oui, puis comme ça, on aura eu autant de questions de femmes que d'hommes. Moi, j'avais une question, parce que quand même, dans ce qui a été évoqué sur la relève, avec les 50% d'agriculteurs qui vont quitter leur fonction, et le foncier, quelles sont les pistes que vous préconisez? On a parlé là du modèle coopératif. Si je fais la comparaison avec le monde industriel, aujourd'hui, on sait que ce que nous n'avons pas anticipé fait qu'aujourd'hui, il y a plus de fermetures d'usines que de création d'usines, et que ça s'accompagne avec des politiques, et en particulier sur le foncier, où, voilà, je ne vais pas ouvrir le sujet de la financiarisation, mais ça me paraît assez essentiel. Donc, à votre sens, qu'est-ce qui est proposé, et notamment avec le modèle coopératif qui permet de préserver les intérêts de la France et des agriculteurs? Voilà. Bon. Donc, on va arrêter parce qu'on a un quart d'heure, et maintenant, on va laisser à chacun des intervenants la possibilité de répondre à ce qui a déjà été dit, à répondre à certaines des questions et à donner le mot de la fin. Donc chacun pourra intervenir une seule fois. Donc il y a des questions qui portent sur la capacité à produire et des questions qui portent sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et les problèmes économiques et financiers. Donc, je ne sais pas. Dominique Potier, est-ce que vous souhaitez réagir? Je suis un partageux, moi. Donc, on a 4 minutes chacun, hein, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Oui. Donc, moi, jusqu'à 51. Et puis là, non, mais d'accord, on respecte. Okay. Vous avez participé à des travaux parlementaires. Donc, quelle vision ça vous donne sur trois hors taxes. OK, oui. Très bien. Non. OK, bah, on n'a pas le temps de tout développer, donc je vais faire des réponses lapidaires qui renvoient à des travaux qu'on pourrait retrouver très facilement. Sur la question, je commence par la question du foncier. Elle est cruciale. Effectivement, il n'y aura pas d'orlève. S'il y a accaparement des terres, il faut retrouver des régulations foncières. Il faut du partage, des systèmes de partage et des systèmes de portage. Mais le portage, fut-il coopératif, s'il n'y a pas de régulation, ce sera une course à la spéculation. Donc c'est une course sans fin et elle est perdue. Donc effectivement, c'est l'urgence absolue. Je dis, si on veut travailler sur notre souveraineté alimentaire et sur l'impact sur l'environnement, la question du foncier, c'est la politique mère. On est complètement d'accord. Sur la question de l'énergie, monsieur, tellement d'accord que le grand débat qui vient, c'est celui des engrais, avec une taxe aux frontières qui pourrait avoir un impact de 100, 150, je ne sais plus, tonnes. On est de l'ordre d'idée, c'est ça. Hein. Oui. Donc des modèles économiques pour des céréaliers qui aujourd'hui en zone intermédiaire, il n'y en a pas loin de chez vous, des zones intermédiaires, hein, je prends la Nièvre, etc., qui vont être carrément dans le rouge sur des modèles de production qui ne collent plus. Donc là, il y a un sujet qui n'a pas été anticipé. Je fais partie de ceux qui le regrettent. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut un plan engrais d'innovation agronomique pour pouvoir diminuer notre dépendance et faire un plan protéines et diminution d'engrais. On ne l'a pas mis et aujourd'hui, on risque d'être devant un mur qui va coûter très cher ou de faire de l'engrais décarboné. Mais voilà, c'est vraiment il y a un enjeu autour de ça. Bon. Sur les enjeux de partage de la valeur de la construction du revenu, on fait partie de ceux qui demandent une inspection IGF au ministère de l'économie. On l'a réitéré à Papin et compagnie. C'est une proposition de la FNSEA que j'ai repris. C'est pas courant, mais là, j'ai vraiment repris. En disant on pourra pas faire un nouvel Egalim. On pourra pas faire un nouvel Egalim si on ne repart pas d'une réalité à ciel ouvert sur la construction de la valeur dans une partie de l'industrie agroalimentaire, mais surtout dans la grande distribution. Il y a un mensonge d'État là-dessus sur les vérités des prix. Donc il faut repartir d'une mise à plat et une inspection IGF nous semble l'instrument pour le faire. IGF, Inspection générale des finances, voilà, ça aurait pu être une commission d'enquête, mais on n'a pas le temps, etc. Bon. Je viens dans les 2 minutes qui restent, j'aurais dire que oui, il faut partir des chiffres, chère Alessandra, mais encore faut-il qu'ils soient bons. Il y a un rapport d'enquête parlementaire, pour le coup, sur les pesticides qui est beaucoup plus nuancé. 82 millions de nodus il y a 10 ans, on en a 83 millions. Alors, on peut recompter, chacun sait prendre les années et les critères qui lui vont bien pour refaire de la com. Moi, je pense qu'il faut être objectif. Oui, on a diminué pour une partie des phytos et il faut le saluer parce que c'est des efforts énormes pour les paysans et il faut le saluer. Mais on n'est pas au rendez-vous de ce qui est attendu sur le plan de l'impact environnemental et de la santé des écosystèmes et notamment de la protection de l'eau. Alerte rouge sur les captages, on le sait bien. Donc c'est un défi qui est devant nous. Il n'est pas forcément tragique ou polémique, mais vraiment il faut s'y mettre et pour ça il faut y travailler pour de vrai. Les vrais résultats sont obtenus grâce à l'ANSES qui a retiré des molécules car son autonomie a été inscrite dans la loi de 2014. Elle est aujourd'hui clairement menacée par des forces politiques. Moi, j'ai vu
Les Républicains demandaient 10 millions de moins, pourquoi pas 100 millions? Enfin, il manque d'argent, ils proposent de diminuer, donc c'est une attaque sourde, mais une attaque brute, c'est le RN qui dit on supprime l'ANSES, quoi. Donc là, on change de monde. Voilà. Donc la question de l'autonomie de la science pour nous aider, et je le dis, moi j'ai dit à ministre de l'Agriculture, je le dis à tout le monde, et y compris contre les copains socialistes qui sont dans une logique plus écolo. Je le dis clairement, si on veut trancher la question de la systémipride, on demande une expertise claire à l'ANSES. Et si elle dit oui, il faut que si elle dit oui, il faut que les écolos disent on continue avec la systémipride dans certaines conditions, parce que c'est acceptable. Et si jamais elle dit que c'est dangereux pour la santé, les écosystèmes et tout, il faut que le monde paysan accepte l'arbitrage de l'ANSES. Mais autrement, on va devenir fou et on va se faire la guerre en permanence. Et je viens sur les questions d'élevage et d'agroalimentaire. Les bâtiments d'élevage, la qualité de vie, le bien-être, c'est un enjeu capital. Oui. Sinon, l'agroécologie, c'est l'élevage. C'est le reste, c'est un peu de la littérature, quoi. Il faut maintenir l'élevage dans notre pays. Et puis, l'agroalimentaire a un appareil de production qui est vieillissant. Il faut réarmer notre agroalimentaire et réarmer l'élevage. On met 700 millions d'euros aujourd'hui pour aider une mécanisation qui est spéculative, qui concerne que très peu de paysans, les aides à la fiscalité sur la méca qu'on a un peu ébréché dans le PLF là, ces jours-ci et qu'on va maintenir au profit des CUMA, c'est 700 millions de dépenses qui créent une plus-value pour John Deere et Fend. Bercy a mieux à faire. Ces 700 millions-là, s'ils iraient dans l'agroalimentaire pour le moderniser et dans les bâtiments d'élevage, on aurait une autre agriculture dans 10 ans. Donc il y a des choix fiscaux et pas seulement de PAC. Tout le monde parle de la PAC. Moi, je parle de la fiscalité dans l'agriculture, c'est moitié de la PAC. La réorienter et la mettre au service de l'agroécologie et de la transmission, c'est valable. Enfin, sur l'eau, les modèles de partage gérés publiquement par les collectivités sont les seules solutions qui éviteront les guerres de l'eau. Il n'y a pas d'autre issue, et moi je suis à fond là-dedans et on le vit sur notre territoire. Et le vrai sujet, peut-être le dernier que je n'aurai pas le temps de développer, je renvoie à la résolution, compris les socialistes, qu'on a fait adopter d'ailleurs à l'unanimité à l'Assemblée nationale, même si tout le monde n'a pas saisi peut-être la portée du truc, c'est que clause miroir, ça ne veut rien dire. Des vraies mesures miroirs, ça existe. Nous proposons qu'elles soient garanties in situ. Personne n'exporte en Europe s'il n'a pas des certificats d'un organisme privé garanti par l'Union européenne qui garantit les moyens de production dans les fermes brésiliennes, dans les fermes canadiennes et dans les fermes indonésiennes demain, puisqu'on va vers la chinisation de l'alimentation. Donc ce certificat est garanti par une certification des modes de production in situ et non pas des contrôles aux frontières qui, nous le savons, sont par ailleurs défaillants à cause des produits masquants, etc. Voilà, donc il y a une voie pour un commerce équitable et une agriculture renforcée sur ses fondamentaux, je le crois profondément. Merci beaucoup Dominique Potier. On a beaucoup de choses dans la tête, mais maintenant je vais demander à Dominique Chargé s'il veut ajouter quelque chose par rapport à son intervention de tout à l'heure. Dans la somme, diversité des questions qui ont été posées, moi j'ai quelques éléments à apporter. Le premier point, c'est qu'effectivement aujourd'hui, l'accompagnement des transitions agroécologiques d'une manière générale, mais de manière plus importante, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont non seulement des modèles économiques d'exploitation, ce sont des modèles économiques de territoire qui tombent parce que les changements géopolitiques, les bouleversements géopolitiques, le changement climatique, les changements des modes de consommation font que les filières ne sont plus, les productions ne répondent plus à la diversité des objectifs auxquels elles doivent répondre. Et donc, il y a la transformation non seulement par les transitions agroécologiques, mais on doit aujourd'hui accompagner la transformation de modèles économiques d'exploitation et de territoire. Et pour vous répondre, madame, effectivement, la polyculture élevage est une solution. Je pense qu'on a à l'excès enlevé de la production animale sur des terres qui ne vivent pas longtemps sans réapport de matière organique, et que l'exposition aujourd'hui au changement climatique et à la géopolitique, parce que quand ces terres mises en monoculture, notamment céréalières, tombent dans des risques où on est 2 années sur 5 en risque climatique, on ne peut plus faire fonctionner le modèle. Donc ça, moi, la coopérative dans laquelle je suis, nous sommes invités à pouvoir remettre de la volaille, des œufs, je n'ai pas parlé des œufs, mais l'œuf est de plus en plus consommé, et on manque d'œufs aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle les œufs alternatifs, c'est-à-dire les œufs qui ne sont pas produits dans des poules en cage, mais des poules en liberté qui sortent, etc. Je vais vous dire une chose très simple, puisqu'on veut illustrer. Pour faire un poulailler aujourd'hui, il vous faut entre 6 et 12 mois en Allemagne, il faut 3 ans en France quand vous y arrivez. Et vous n'y arrivez pas en général. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la complexité administrative, mais parce qu'il y a aussi de la controverse sociétale. Parce que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur la nécessité de produire. Et ça, c'est important. Ça, c'est important qu'on rediscute de ça. Parce que
Oui, nous rêvons tous d'un modèle, j'allais dire, d'une agriculture, enfin, j'entends beaucoup que l'on rêve d'un modèle d'agriculture qui reviendrait à l'agriculture que nous avions, mais je vous l'ai dit, la société a changé, la démographie a agi, les comportements et l'urbanisation ont joué. Nous ne répondrons pas à la diversité et à la complexité des systèmes alimentaires. Nous devons aussi être, je vais employer un terme, efficaces. Efficaces tout en étant responsables et tout en étant en capacité de pouvoir apporter la production de qualité dont nos compatriotes ont besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour y parvenir, moi je viens là, oui, l'organisation économique de la production est un levier indispensable et nos coopératives sont là pour le faire. Les filières ou les productions sur lesquelles nous sommes les plus faibles aujourd'hui, c'est celles qui sont le moins organisées. Le ministre Fesneau l'avait mis en évidence. Et celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont le mieux organisées sous, en tout cas, ou en grande partie, sous l'influence coopérative, qui n'est peut-être pas exclusive, mais en tout cas qui est majoritaire. Donc ça, c'est important. Organisation économique de la production. Moi, ce que j'appelle structuration de filière, on peut s'exprimer sur les termes, mais en tout cas, à quel marché on répond et quels moyens on met pour y répondre. Et nous pouvons être, nous, les coopératives agricoles dans notre diversité, les acteurs de l'accompagnement de mouvements ou d'initiatives locales par les PAT, mais d'autres. J'ai remis l'autre jour un prix à une communauté de communes, il me semble, de Bourgogne-Franche-Comté, qui était le pays de l'Autunois, merci, tu m'aides beaucoup, qui était un modèle formidable et je souhaite qu'on puisse le développer davantage. Il ne faut pas opposer les modèles, il faut les faire se compléter, il faut les faire s'additionner parce que nous avons besoin de la diversité des productions et de la diversité des modèles. Deux autres points. Le premier, moi, je pense qu'il y a un sujet majeur à l'échelle européenne auquel il faut s'attaquer, et je le dis souvent à tous les députés que je rencontre, c'est le sens du droit de la concurrence. Le sens du droit de la concurrence, qui est un droit européen, transposé dans le droit français, privilégie de manière exclusive un prix bas pour le consommateur. Eh bien ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, ça détruit l'économie, ça détruit le modèle économique et social et environnemental d'un territoire et d'un pays. On est arrivé à un moment où il nous faut remettre en cause le seul sens du droit de la concurrence tourné vers l'exclusivité d'un prix bas pour le consommateur parce que c'est détruire son environnement. Je passe là-dessus, mais je suis prêt à le développer. Et enfin, dernier point, dans le sens du recréer du dialogue avec la société, nous proposons aujourd'hui à tous les candidats aux élections municipales l'année prochaine de s'engager avec nous sur 3 engagements. Le premier, c'est favoriser une alimentation produite sur nos territoires, dans les cantines et dans ce que sont leurs responsabilités. Le deuxième, c'est soutenir les productions et les initiatives à destination du monde agricole et en direction de la souveraineté alimentaire d'une certaine façon. Et le troisième, c'est contribuer, favoriser la restauration du dialogue entre les acteurs économiques et les citoyens. Voilà. Et donc, pour tous ceux d'entre vous qui seront candidats aux élections municipales l'année prochaine, je vous propose de signer cette charte. On en a besoin et on a besoin de vous. Merci. Merci beaucoup, Dominique Chargé. Maintenant, demander à Christian Morel de conclure en 2 minutes pour la partie régionale. Bah, si je prends le temps, il n'y a plus qu'une. Moi, je voulais conclure avec un peu ce qui me reste de paysan dans les veines quand même, c'est sur les effets du territoire. On a des choses qui se passent dans les territoires et qui se passent bien. Je prendrai quelques exemples devant vous. 1, la filière Comté, on peut y reprocher quelque chose. Mais 2, c'est une filière avec un cahier des charges très dur, structurant, qui est capable de répartir la valeur ajoutée et de payer les agriculteurs à leur prix. Et une fois que les agriculteurs sont payés à leur prix, on installe de la jeunesse. Je crois qu'il faut partir par l'exemple. Et ça, on ne va pas le produire partout, mais il faut quand même s'appuyer sur ce genre de modèle qui marche. L'autre, j'y étais il y a quelques jours dans les Hautes-Côtes de Beaune. Pour agrandir, contrairement à ce qui se passe en France, les gens veulent replanter, refaire des choses, revenir. En vigne. Ils veulent planter en vigne, d'accord? Et c'était un secteur Natura 2000, un secteur avec des enjeux biodiversité énormes. Et ils ont réussi, en mettant tout le monde autour de la table, les collectivités, les gens de Natura 2000, tous les gens de tout, à créer une charte où c'est qu'on va pouvoir développer et replanter de la vigne tout en respectant ce qui va nous arriver quand même. Ce qui arrive tout le temps, c'est le changement climatique et ce qui va y arriver dessus. C'est un deuxième exemple. Troisième exemple, ce qui se passe à côté de... vous avez une région quand même qui est proche de la région parisienne. On a monté un groupe au-dessus qui s'appelle EADC. Parce que dans le nord de notre région Bourgogne-Franche-Comté, l'eau
part sur la ville de Paris. Et le Grand Paris s'est bien rendu compte de ce qui arrivait à un moment donné. C'est que les productions du nord de Bourgogne-Franche-Comté influent énormément, et là je reviens sur la santé, sur la qualité des eaux de la ville de Paris. Donc investissement de la ville de Paris avec d'autres partenaires pour conserver l'élevage sur ce secteur, pour faire des productions sous label sur ce secteur. Donc c'est vrai que c'est de l'argent public qui est mis au profit de la qualité de l'eau et de la santé, et qui passe aussi par l'élevage. Et c'est important que ça passe aussi par l'élevage pour contenir ces choses-là. Et le dernier point quand même, parce que l'alimentation santé, pour moi, elle est essentielle. Elle est essentielle à ce moment-là. Et il y a une chose qu'on ne regarde pas, qu'on ne fait pas attention, c'est à nos sols. On a, pendant 20 ou 30 ans, cru que le sol, c'était un support. Aujourd'hui, le sol, c'est la première réserve d'eau. C'est là que se fait les choses aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'on revienne avec les services techniques à un vrai travail sur les sols, sur la qualité des sols. Parce que là, on est passé vraiment à côté de quelque chose. Et je finirai par une chose. Si on fait tout ça, là, si on arrive à faire ça, on va donner envie, on va donner du sens et on aura des jeunes agriculteurs sur nos territoires. Merci beaucoup pour ce point de vue positif. Et avant de nous quitter, je laisse la parole à Alexandra, justement, pour qu'elle nous parle de la qualité des sols et son point de vue d'agronome. Est-ce que les différents modèles qui sont possibles pour l'agriculture ont un effet sur la qualité des sols? Et est-ce qu'il y a besoin de restaurer les sols par rapport à une agriculture qui a été très productive? Alors, je suis désolée, je vais faire quelque chose de très mal poli. Je ne vais pas vous répondre parce que ça ne fait pas partie des questions du public et qu'il y en a d'autres qui sont quand même vachement plus dans mon champ de compétences. Donc, on peut en discuter en aparté par la suite. Mais là, il est 13h02, donc je ne sais pas parler en négatif. Donc, je vous prie de m'excuser pour déborder de la séance. Mais il est 13h, tout le monde est encore vivant. On a les toutes petites marges. Alors, on aurait dû laisser Christian conclure parce que tout ce que je vais vous raconter, ça ne va pas vous faire plaisir. Ça aurait été une meilleure conclusion. Premier point, sur la part alimentaire dans le budget qui est décroissante. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus et sur le fait que le budget est une variable d'ajustement, que l'alimentation est une variable d'ajustement dans le budget. Malheureusement, même si on n'a pas envie que ce soit vrai, c'est quand même vrai. Et c'est pas à cause des iPhones, même si effectivement le côté iPhone est très contestable. Si on regarde l'évolution du budget des ménages et de la part de chaque poste, c'est tout ce qui est logement, assurance, mobilité qui a pris une place énorme, télécom aussi. Ça a pris de plus en plus de place. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont prélevées en début de mois sur le compte en banque des ménages. Donc après, quand le Français moyen va faire ses courses, il lui reste effectivement un budget. Et l'alimentation, même si pour nous qui sommes spécialistes de ce sujet, ça paraît inconcevable, l'alimentation peut être une variable d'ajustement parce que un cordon bleu, quand une mère de famille va le mettre dans une poêle, c'est un cordon bleu qu'il a été fait avec des volailles de la qualité, avec des produits de qualité, ou que ce soit le plus bas de gamme au bas du rayon en Eco+. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ça reste un cordon bleu. Mais par contre, le prix va aller du simple au double. Et donc, si vous prenez vos concitoyens, combien il y en a dans ceux que vous connaissez qui ne sont pas spécialement sensibilisés à ces questions-là d'alimentation et d'origine, qui ne vont regarder comme critère prioritaire l'étiquette, le prix, éventuellement le prix au kilo, ça représente quand même une certaine majorité. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un pouvoir d'achat qui est plutôt en amélioration malgré les années inflationnistes qu'on a vues, mais ça ne se traduit pas par une part plus importante dédiée à l'alimentation, ça se traduit par une augmentation de la part dédiée à l'épargne. C'est-à-dire qu'on a un taux d'épargne des ménages qui n'a jamais été aussi haut. Donc les gens ont un peu plus d'argent, ils ne roulent pas non plus sur l'or, et ça reste des moyennes. Et il y a des situations extrêmement différentes d'une population à l'autre. Néanmoins, il y a une capacité à payer davantage, mais au niveau alimentation, le seul circuit qui a vu sa part augmenter en volume comme en valeur, c'est l'alimentation hors domicile. C'est-à-dire que les gens ont dédié un peu plus de budget alimentaire, mais à une alimentation plaisir, une alimentation resto, une alimentation livrée, une alimentation qu'ils n'ont pas à faire eux-mêmes. Et donc, il y aurait une capacité à payer plus pour une alimentation de qualité, mais pas la volonté en face. Parce que la majeure partie, malheureusement, de nos concitoyens se préoccupent pas spécialement de l'origine, de la qualité des produits quand ils font leurs courses. Je le regrette comme vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais venir à la première question qui a été posée sur la cerise, qui rejoint également l'exception agriculturelle et le pourquoi on ne fait pas un bunker au niveau européen.
Parce que en fait, c'est du commerce. Et malheureusement, le commerce obéit à d'autres logiques. Quand vous commercez avec un pays extérieur, vous échangez quelque chose. Jusque-là, j'ai rien inventé. En tant que pays développé, nous, on aime bien vendre des biens d'industrie et surtout des services. Et avec des pays qui sont moins développés que nous, eux, qu'est-ce qu'ils ont à vendre ? De l'agriculture. Donc, pour faire simple, si on prend Mercosur, on l'appelle souvent l'accord vache contre voiture. Notre balance, elle est excédentaire avec le Mercosur parce qu'on leur vend plein de biens et plein de services. Donc, si on veut continuer à leur vendre encore plus de biens et encore plus de services en négociant qu'ils abaissent leurs droits de douane, il faut qu'on les abaisse sur quelque chose. Donc, qu'est-ce qui rentre ? C'est les produits du secteur primaire et l'agriculture. Et ça me plaît pas plus qu'à vous, mais c'est une simple réalité économique qui témoigne d'ailleurs d'une logique complètement débile chez nous, parce qu'on va interdire les voitures thermiques sur le sol européen à horizon 2035, mais par contre, on va continuer à les produire pour les vendre au Brésil, où elles vont quand même polluer l'air, qui est un truc un peu mondial, mais c'est pas grave, ça nous arrange. La cerise, pourquoi on fait pas de la cerise partout ? Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, j'aime bien les trucs chiffrés. Ça s'appelle en fait risque de représailles économiques. À chaque fois qu'on essaye de faire un truc, on a un risque de représailles économiques, c'est-à-dire que les pays à qui on met des contraintes en face ne sont pas spécialement d'accord. Ça ne les arrange pas vraiment. Donc, je vais vous donner un exemple un peu historique, qui est le bœuf aux hormones. Ça parle à tout le monde. Donc, au niveau des dates, on a interdit ça en 1989. J'étais née dans l'UE et dans les importations. 1996, plainte des États-Unis à l'OMC, qui était encore à peu près vigoureuse. Parce que le Codex Alimentarius n'interdisait pas les hormones. Donc quand on a interdit un truc, il faut que ce soit prouvé, véridique au niveau de la santé humaine et acté notamment par le Codex Alimentarius. Bref, je vous passe les détails. En 99, les États-Unis ont gagné à l'OMC et donc ça donne lieu à ce qu'on appelle des mesures de rétorsion. Donc en 2009, on s'est pris un contingent additionnel de bœuf sans hormones, c'est-à-dire qu'en contrepartie de ce qu'on a réussi à mettre en place pour interdire le bœuf aux hormones de venir chez nous, on a ouvert des contingents sans taxes. En gros, on a dit vous pouvez emporter tant de millions de tonnes chez nous sans droit de douane. Donc ça veut dire que de 1, ça met très longtemps pour pouvoir être acté, et de 2, on s'en sort pas. On ne s'appelle pas Donald Trump. On dit pas on va vous mettre tant de taxes et ça va être comme ci comme ça. Nous, en général, si on met en place quelque chose, derrière, on prend une mesure en retour. Donc, il y a à peser les pour, les contre quand on essaye de mettre en place des mesures protectrices de notre agriculture, sachant que nous, l'agriculture, c'est le parent pauvre de notre économie, contrairement aux autres. Merci beaucoup Alessandra pour ces derniers mots, et merci à tous nos invités, et merci au public pour ces questions. Donc on voit que le sujet est très vaste et complexe, et on est un petit peu frustré de ne pas pouvoir aller au fond de chacune des questions, mais j'espère que vous aurez envie de revenir l'année prochaine sur ces sujets-là, et que nous aurons d'autres tables rondes à vous proposer. Vous venez d'écouter un podcast d'Alternatives économiques, une série enregistrée au cours des Journées de l'économie autrement en novembre 2025. Retrouvez tous les épisodes de cette série et nos autres podcasts sur la chaîne YouTube d'Alternatives économiques.